Alors en effet, il y a une culpabilité proprement moderne qui a été formulée de façon assez drôle, je trouve, par l'un des pères fondateurs des États-Unis, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin qui a dit un jour perdre son temps est le pire des péchés. Perdre son temps est le pire des péchés. Alors on pensait que voilà, les péchés c'était l'avarice, la gourmandise, l'envie, mais non. Si l'on suit Benjamin Franklin, c'est perdre son temps, et en effet ça résonne avec notre expérience contemporaine où nous sommes toujours incités à en faire plus, à en faire trop, à démultiplier nos activités et nos expériences. Et si l'on réfléchit aux raisons de ce trop-plein de choses, en fait on se rend compte que ce trop-plein, cette accélération de la vie à laquelle on essaye de se plier, joue comme un équivalent athée de la promesse religieuse de vie éternelle. Nous ne pensons plus, la majorité d'entre nous ne pensons plus que nous pouvons nous offrir une vie de souffrance et de sacrifice et que nous serons rédimés, justifiés dans l'au-delà. Nous pensons qu'une vie bonne est une vie accomplie ici-bas, c'est-à-dire une vie où on va pouvoir goûter à un maximum d'expériences et développer un maximum de compétences. Et donc il y a une aspiration proprement moderne à goûter à toute la complexité de la vie, à toute la profondeur de la vie, à toutes les facettes de la vie. Et ce qui est une aspiration très positive d'une certaine façon, puisque voilà, elle nous engage à aller vers des nouveaux territoires en permanence, mais qui a sa limite, puisque de toute façon le monde aura toujours plus à nous offrir que ce que l'on peut réaliser en une seule vie. Le nombre d'options surpassera toujours ce qui est véritablement réalisable. D'où cette culpabilité qui est permanente chez nous, qui résonne en nous parfois à la fin de la semaine ou même parfois à la fin du week-end, nous n'en avons pas fait assez. Hein. Sans coupable, je dis, je n'ai pas fait le quart des choses que j'avais prévues. Alors parfois on se dit que c'est parce qu'on est un peu trop lent, un peu trop paresseux, mais il faut vraiment prendre conscience, c'est que ce n'est pas un vice personnel, c'est un vice du système même dans lequel nous évoluons et qui nous pousse, encore une fois, pour avoir une vie justifiée, non seulement à avoir une vie professionnelle réussie, non seulement avoir une vie familiale superbe, mais encore avoir des hobbies, mais encore avoir une vie amicale riche, mais encore faire des voyages étonnants, etc. etc. Donc nous vivons avec cette nouvelle culpabilité, de toute façon, que nous n'en ferons jamais assez. Alors la néothénie, c'est une théorie anthropologique qui a été formulée par Ludwig Bolk, un anatomiste hollandais dans les années 1920, et une théorie qui a été validée depuis par les néo-darwiniens et qui est une théorie vraiment robuste, qui inspire beaucoup de philosophes et de psychanalystes en particulier, et qui énonce d'une certaine façon que l'homme est un animal à moitié vide. On a eu coutume, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, à imaginer l'homme comme étant la créature supérieure du règne animal, du règne naturel. Et en fait, la néothénie nous fait comprendre qu'au contraire, l'homme est un accident de la nature, est un bug, pour la simple raison que si l'homme était un mammifère comme un autre, il devrait connaître une gestation de 18 mois. Or, nous naissons seulement au bout de 9 mois, parce que sans doute il y a eu ce redressement vertical qui nous a ouvert notre appareil phonatoire, donc qui nous a fait accéder à la parole, mais qui, en même temps, ce redressement a eu toutes sortes de conséquences physiologiques, notamment le rétrécissement des hanches, et qui fait que nous sommes expulsés au bout de 9 mois, et nous sommes expulsés, nous sommes des animaux prématurés. Nous ne sommes pas finis, pourrait-on dire, et nos instincts sont tout à fait diminués. Et donc la théorie de la néothénie, on comprend que l'homme n'aurait pas dû survivre dans la nature, puisqu'il n'a pas la rapidité du guépard, et il n'a pas le flair du loup, il n'a pas la force de l'ours. Il n'avait aucune chance, c'était vraiment un avorton. Et en fait, il s'est fait expulser de cette première nature dans laquelle il n'aurait pas dû survivre pour s'installer, pour s'inscrire dans une seconde nature qui est la culture, qui est le langage, qui est la parole. Autrement dit, ce que nous apprend la néothénie, c'est que l'homme est un être qui n'a pas son plan en lui-même, qui ne naît pas avec une finalité. Il ne sait pas ce qu'il doit faire, et ce qu'il va faire, eh bien, il va le découvrir chemin faisant,
en ayant recours à la parole, en s'appuyant sur le langage, et il va en permanence formuler et reformuler son pourquoi, sa raison d'être et sa finalité. Et hors de la parole, hors du langage, point de salut. Hein, puisqu'encore une fois, l'homme est cet animal qui manque à lui-même d'une certaine façon, qui est à la fois tout à fait vulnérable et par là même tout à fait perfectible, en croissance permanente, pourrait-on dire. Le propre de la modernité, c'est de s'être débarrassé des rituels, d'une certaine façon. La vie des anciens était rythmée par des rituels quotidiens, hebdomadaires, saisonniers, et parce que finalement, épris de liberté, nous avons décidé que les rituels étaient autoritaires, étaient hypocrites, ne nous laissaient pas autonomes. Nous nous sommes débarrassés des rituels. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte de ce que nous avons perdu en nous débarrassant des rituels. Le rituel, on pourrait dire, en tout cas les rituels réguliers, sont des moments qui nous demandent de cesser de travailler, de cesser de produire, de cesser d'être obsédés d'une certaine façon par le monde du commerce, par le monde du négocium, disaient les Romains. Et si l'on regarde certains rituels, je m'intéresse notamment au rituel du Shabbat, le rituel juif du Shabbat, eh bien on constate que ce repos qui est imposé aux Juifs, en tout cas auquel les Juifs sont invités, ce repos hebdomadaire, cette obligation faite aux Juifs de ne faire rien un jour par semaine, le samedi, est une manière finalement de parachever sa semaine, de compléter sa semaine. Ce que l'on comprend en observant et en écoutant, en méditant le Shabbat juif, c'est qu'une semaine ne trouve vraiment son sens et sa complétude que dans ce samedi où on va activement faire rien. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que lorsqu'on s'abandonne à une certaine vacance de l'esprit, lorsqu'on cesse d'être obsédé par des objectifs de production, eh bien, ce qui va remonter, ça va être ce qui est vraiment important pour nous. Ce qui va remonter, ça va être quelque chose de notre désir fondamental. Et on va pouvoir repenser librement, d'une certaine façon, à ce qui s'est joué d'essentiel dans notre semaine. Et ce qui s'est joué d'essentiel, ça peut être juste, par exemple, un mot qu'un collègue nous a dit au détour d'un couloir, un mot qui nous a réjouis ou qui nous a blessés, en tout cas qui avait du sens. Et ce sont ces petites choses qui sont essentielles et auxquelles on ne prend pas le temps de réfléchir quand on est pris dans le cours ordinaire des choses. Et lorsqu'on s'abandonne à un moment où on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'intention, on n'a pas de choses à produire, c'est ce sens-là qui va revenir à la conscience et qui va donner d'une certaine façon plus de consistance à notre être, qui va nous reconnecter finalement à ce qui nous importe vraiment, à nos promesses, à nos fidélités et donc à notre avenir. Donc le paradoxe de notre époque, d'une certaine façon, c'est que nous avons besoin d'être attentifs à la voix de notre désir, mais que cette voix de notre désir ne peut être entendue que dans des moments de silence de l'être, d'une certaine façon. Et ce silence de l'être, ça va être le rituel. Et la société, l'organisation de la société ne cultive pas du tout ces moments d'abandon. Et il nous appartient à chacun d'entre nous, d'une certaine façon, de se choisir un rituel, qui n'est pas forcément évidemment le Shabbat des Juifs, mais qui peut être la méditation du matin, qui peut être les 3 pages écrites dans notre journal avant d'aller dormir, qui peut être le soin apporté à préparer le repas le soir, qui peut être la balade en forêt avec l'être aimé le dimanche, mais en tout cas des moments qui sont plaisants en eux-mêmes et qui n'ont aucun autre objectif si ce n'est d'honorer l'existence, d'honorer notre présent et d'honorer le bonheur d'être au monde. Et ce sont par ces moments de rien, finalement, que l'on va pouvoir donner du poids, paradoxalement, à notre existence.